Bienvenue au Musée des Beaux-Arts. Cette semaine est un moment particulier puisque c'est le grand rendez-vous musique et son. Et nous nous associons au Conservatoire qui est aussi sur le son cette semaine dans une grande manifestation. J'ai choisi de vous présenter dans cette thématique cette sculpture, une sculpture d'un artiste qui s'appelle Ossip Zadkine. C'est une sculpture qui est en bronze, elle est d'assez petit format, malgré tout elle est de forme pleine, assez massive et tout en contradiction parce qu'elle est aussi tout en rondeur malgré cette massivité. On peut voir le sujet de cette sculpture qui s'appelle le compositeur ou le violoncelliste. Le sujet, bien sûr, c'est l'instrument qu'on peut voir dans les bras de l'artiste, tout en douceur, en sinuosité. On peut voir que le manche est lui-même arrondi, qu'il épouse l'épaule, comme pour faire un corps à corps encore plus étroit avec le musicien. La partition est elle-même enroulée et voilà, augmente encore l'effet de courbe de tout l'ensemble. Les bras eux-mêmes sont très pleins, massifs mais très ronds. Les jambes aussi sont très rondes. Voilà, tout l'ensemble donne des sinuosités. Même les lignes des vêtements sont comme un vêtement à l'antique avec des plis sur les bras. Voilà, c'est tout un ensemble qui est très rond. La seule aspérité, on va dire, de cette sculpture, c'est le visage. Le visage qui est en creux et dont on peut voir l'arête du nez du profil en même temps qu'on voit la face. Alors ce vocabulaire de forme est un vocabulaire de forme que l'artiste va souvent exploiter. Très souvent, ces personnages ont le visage en creux, comme pour exprimer que la pensée profonde est vraiment à l'intérieur du visage. Quant au profil mélangé à la face, c'est aussi des formes qu'il utilise assez souvent. Peut-être c'est en référence avec le fait qu'il a approché les cubistes, tout en gardant sa propre démarche personnelle, mais c'est aussi quelque chose qu'on pourrait approcher des visages, des portraits de Picasso. Alors, autre chose aussi qui se rapproche aussi des cubistes, c'est que très souvent, les compositions cubistes ont utilisé des instruments de musique, très souvent des instruments à cordes d'ailleurs. Et Zadkine a beaucoup utilisé, beaucoup creusé ces instruments. Il les a beaucoup utilisés. Il a fait plusieurs sculptures avec des violoncelles, des sculptures avec des violons. Il a fait des sculptures avec des accordéons. Il a fait des sculptures avec seulement des instruments qui sont composés comme une nature morte. Et il a aussi réalisé une œuvre emblématique qui s'appelle Orphée, qu'il a travaillé pendant très longtemps, où là, l'instrument se substitue au torse. Orphée est représenté avec une lyre, bien sûr, et la lyre devient son torse. Voilà, tous ces instruments de musique sont très importants dans son travail et jalonnent vraiment toute sa création. Quelques mots peut-être sur Zadkine. Alors Zadkine est né en Russie en 1890. Il était d'une famille plutôt lettrée puisque son père était professeur de langues anciennes et il n'était pas très très intéressé par les études. Et donc son père, en 1905, donc lorsqu'il avait 15 ans, l'envoie en Angleterre dans la famille de sa femme, qui était d'origine écossaise. Et il l'envoie en Angleterre chez un lointain cousin, où Zadkine va faire ses premières armes de sculpteur, puisque son oncle, puisqu'il appelait son oncle, a un hobby le week-end
Il a un petit atelier, il fait des meubles qu'il sculpte et il propose à Ossip de s'exercer avec les instruments. Et voyant son goût et ses dispositions, il l'inscrit à une école d'art. Donc ça sera le début en fait de sa formation dans cette école d'art locale avec son oncle. Par la suite, il ira à Londres l'année suivante pour rejoindre un ami russe où là, il sera sans ressources puisque son père lui coupe les vivres et il sera obligé de gagner sa vie en travaillant dans des ateliers d'ébénistes et ça sera aussi une petite formation. Par la suite, il va se réconcilier avec son père qui en 1910 lui l'envoie à Paris en lui proposant de faire une vraie formation aux Beaux-Arts et de se frotter à l'avant-garde du moment. Ce qu'il fera. Mais l'école des Beaux-Arts ne correspond pas tellement à ce qu'il souhaitait, puisque c'est plutôt une formation qui est basée sur la copie et il se formera plus en fréquentant le Louvre qu'à l'école des Beaux-Arts. Voilà, il obtiendra un atelier où il va expérimenter le travail de la pierre, délaissant un petit peu le bois. Cet atelier, c'est dans la Ruche. Il a la chance d'avoir un atelier à la Ruche, qui est un bâtiment comme un bâtiment tout rond, avec chaque atelier est une part en triangle, et il y a des centaines d'ateliers. Et donc là, il va faire ses premières armes avec un nouveau matériau, la pierre, en ayant beaucoup observé les sculptures romanes qu'il a vues au Louvre, qui vont l'inspirer. Mais il ne va pas rester très longtemps cet atelier parce qu'en fait, il se sent un petit peu isolé, puisque c'est dans le 15e arrondissement de Paris, qui n'est pas relié par le métro encore à l'époque. Et donc rapidement, il va se rapprocher de Montparnasse, où se tient toute l'effervescence de l'avant-garde du moment. Arrive la guerre, il est mobilisé, il est malheureusement gazé, hospitalisé, et il est démobilisé et il revient à Paris, où là il continue à travailler dans un atelier qu'il a trouvé à côté de Vavin, du carrefour Vavin. Et là, il est vraiment au cœur de la création du moment. Il se fait tout un tas de relations, des amitiés avec des artistes. Il devient le très très grand ami et compère de Modigliani, avec qui il fréquente des lieux comme cet atelier rue Huygens à Vavin, qui est un lieu d'effervescence dont le maître d'œuvre est Cocteau, qui anime des soirées, musique, dessin et musique, danse, poésie, où là tout un tas de liens se tissent et qui permettent à Zadkine de vendre ses sculptures, de trouver des marchands et voilà, et de commencer à avoir un petit peu de notoriété. Et il continue son travail. En 1920, il rencontre sa femme, Valentine Prax, qui est elle aussi peintre, et il l'épouse dans une campagne reculée, invitée par un ami à Bruniquel, dans le Tarn-et-Garonne, qui deviendra un endroit qui va beaucoup les séduire tous les deux, et plus tard ils achèteront une maison un peu plus loin, dans le Quercy, qui sera un refuge près de la nature, qu'il gardera jusqu'à la fin de sa vie. Il travaille entre Paris et donc cette maison. À Paris, avec Valentine, ils obtiennent un atelier qui est rue d'Assas, qui est un atelier maison, une espèce de petit havre de paix au cœur de la ville, puisque ils ont la chance d'avoir un petit jardin avec un arbre, et c'est vraiment inespéré pour eux de s'installer ici. Ossip Zadkine est complètement fou de joie et il dit « Viens voir ma folie d'Assas et tu comprendras que la vie d'un homme peut être changée à cause d'un pigeonnier, à cause d'un arbre. »
Donc voilà, il démarre vraiment sa carrière à partir du moment où il a cet atelier parce qu'il a de la place et qu'il peut, voilà, il peut vraiment donner toute la mesure de son art. En 1937, il rencontre un marchand d'art, Joseph Brummer, qui est américain et qui fait commerce d'œuvres africaines et du Moyen-Orient entre les États-Unis et la France. Et il s'intéresse à l'avant-garde de Montparnasse et décide de commencer à faire le commerce des œuvres produites par ces artistes. Et il remarque le travail des sculpteurs tels que Lawrence, Lipsitch et Zadkine, dont il sélectionne une trentaine d'œuvres qu'il emmène à New York et propose à Zadkine d'être du voyage. Ça ne va pas être très concluant pour Zadkine parce qu'en fait il ne vend qu'une sculpture, mais il a un premier contact avec New York, ce qui lui donnera peut-être l'idée d'aller s'y réfugier pendant la guerre qui va éclater, ce qu'il fait. Donc il arrive en 1941 à New York et essaye de faire comme une page blanche, de commencer un nouveau travail dont il ne sera pas très satisfait. Il a l'impression qu'il piétine, qu'il n'arrive pas à produire des choses qui l'intéressent. Et en 1945, malgré qu'on lui propose d'enseigner à Chicago, il revient en France retrouver son lieu qui lui convient. Malheureusement, pendant la guerre, l'atelier a été offert à d'autres locataires pour ne pas le laisser vide. Ceux-ci n'ont pas voulu rendre en fait l'atelier quand ils sont revenus et il y a eu un procès avec ces locataires et qui a duré très longtemps. Et des œuvres ont été endommagées parce que les locataires avaient mis les œuvres dans la cour, aux intempéries, et c'était un petit désastre en fait. Pour gagner sa vie au son retour des États-Unis, il devient surtout enseignant. Il crée même une école d'art pour des artistes américains qui n'ont pas pu continuer leur formation à cause de la guerre. Et il enseigne aussi à la Grande Chaumière. Sa notoriété augmente. En 1950, il obtient le prix de la Biennale de Venise en sculpture, la même année que Matisse, qui lui l'obtient en peinture. Et sa carrière est vraiment florissante à ce moment-là. Il fait tout un tas d'expositions dans le monde entier et il partage sa vie entre leur grande maison dans la campagne, aux Arcs, et Paris. Et il s'éteint en 1967 et Valentine lui survit et fait une donation de toute son œuvre en 1978 à la ville de Paris. Et la maison où il a passé toute sa vie de création, devient un musée, donc rue d'Assas, que l'on peut visiter actuellement.